Cet invité politique, et je le remercie doublement puisqu'il était au travail jusque très tard cette nuit, c'est François Patriat, sénateur Renaissance de la Côte d'Or. Monsieur Patriat, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu quelques heures seulement après avoir terminé vos travaux cette nuit au Sénat. Alors, la gauche au Sénat a dit, là, au cœur de la nuit, ils ont dit, voilà, en plein cœur de l'été, on tape sur les plus pauvres et on enterre les 35 heures. Ils étaient très remontés, les sénateurs de gauche, après les décisions du Sénat, en l'occurrence. Vous avez statué sur la prime de rentrée de 100 € pour les bénéficiaires des minima sociaux. Elle est remplacée par une autre prime, donc de 150 € pour ceux qui touchent la prime d'activité. Vous avez confirmé le rachat possible par les entreprises des RTT. Vous avez refusé la taxe sur les superprofits. Donc tout ça, pour la gauche, ce sont des actions délibérément de droite. Vous l'assumez ? Alors, d'abord, je rappelle que nous avons terminé effectivement à 4 h du matin, oui, ce matin, la loi sur le LFR, que dans cette loi, à laquelle j'ajoute la loi sur le pouvoir d'achat, il y a un paquet de 21 milliards pour le pouvoir d'achat, que sont des mesures de progrès qui vont toucher toutes les catégories de Français. Et au milieu, il y a eu des débats que vous venez d'évoquer. On peut les prendre dans l'ordre, si vous voulez. Allez-y. Le dernier, celui qui a choqué effectivement la gauche et qui nous a choqué nous aussi, puisque nous avons voté contre, bien évidemment. La demande qui a été faite de supprimer la prime de 100 € pour la donner, à donner 150 € à ceux qui ont la prime d'activité. Bien entendu, nous avons été battus sur ce sujet. Le gouvernement était opposé à cet amendement. C'est un des éléments qui, ce soir, dans la commission mixte paritaire, je pense, disparaîtront du texte. Ensuite, vous avez parlé des RTT. Les RTT, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les gens aient du pouvoir d'achat. Ce texte, il était pour le pouvoir d'achat. On a parlé de beaucoup d'autres choses. Dans le pouvoir d'achat, aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent augmenter les salaires et qu'elles le fassent, le gouvernement les y encourage. Il y a celles qui, aujourd'hui, ne peuvent pas, et puis il y a des gens qui veulent travailler. Le problème, c'est de travailler, non pas travailler plus pour gagner plus, mais d'obtenir du pouvoir d'achat supplémentaire. Le biais, aujourd'hui, de rachat de RTT, qui sont sans impôt et sans charge sociale, permet... Pour les patrons. Non, oui, mais sans impôt pour le bénéficiaire et sans charge sociale pour le patron. Les RTT rachetés. C'est-à-dire que le bénéficiaire, le salarié ne paye pas qui rachète son compte ne paye pas d'impôt. Il ne paiera pas d'impôt là-dessus. Non, il ne paiera pas d'impôt là-dessus. Donc, il ne paiera pas d'impôt là-dessus. Donc, c'est très clair, ça, c'est exonéré d'impôt. Les RTT sont payés sans charge sociale et sans impôt. Moi, j'avais compris que ça ne bénéficiait qu'aux donateurs, c'est-à-dire aux patrons. Non, ça bénéficie aussi à celui qui veut... Non, c'est un accord. D'abord, c'est un acte qui est librement consenti. Ça ne remet pas en cause les 35 heures. La preuve, c'est que la durée légale du travail en France est 35 heures. En second lieu, quand il y a des heures supplémentaires, après 35 heures, elles sont payées comme heures supplémentaires. Aujourd'hui, vous avez compris qu'on doit aussi répondre à une autre problématique, celle de beaucoup d'employeurs, d'entreprises qui ne trouvent pas aujourd'hui de salariés, qui ne trouvent personne. Donc, en rachetant des RTT, ça permet à ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent, de travailler plus, bien entendu, d'avoir des heures supplémentaires, ou ça leur permet d'avoir des gains supplémentaires. Donc, vous comprenez, là, aujourd'hui, que ça répond à une double problématique. Le pouvoir d'achat et ceux qui veulent travailler. On ne pourra pas forcer les salariés à passer par là. En aucun cas. C'est un commun accord. En aucun cas. Et on me dit souvent, vous savez, oui, mais l'accord est disproportionné, il est illégal parce que c'est toujours le patron qui commande. C'est pas vrai. Si aujourd'hui vous allez dans un restaurant, vous savez, et puis que le cuisinier dit au patron, attendez, moi aujourd'hui, je vais faire, etc., ça va être vite réglé. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent garder leurs salariés aujourd'hui, qui feront des gestes pour les garder aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'il y a un manque aujourd'hui de personnel qui répond aux demandes d'embauche dans 6 secteurs sur 10. Et les superprofits ? Alors, les superprofits, j'y viens. Bon, je voudrais rappeler une chose. Malgré les 52 milliards que le gouvernement a enlevés d'impôts depuis 5 ans, sous le premier quinquennat, nous sommes le pays qui taxe le plus en Europe. C'est nous qui taxons le plus. Nous avons le plus d'impôts et c'est nous qui redistribuons le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé les à deux Tous choses France, sont couplées. Non, mais qui redistribuent le plus, effectivement. Oui. Donc les Français, au lieu d'aller chercher des exemples, prendre ça les arrange, en Grèce, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, qui regardent le paquet global de ce que la France fait pour protéger les Français aujourd'hui. Deuxième chose, est-ce que c'est un bon signal au moment où on a vu qu'à Tous France, il y a des entreprises qui viennent investir des milliards d'euros en France, créer des milliers d'emplois. Est-ce que le signal qu'on doit donner aujourd'hui, c'est vous allez être taxés? Troisième chose, comme l'ont proposé les centristes. Quand les centristes disent toutes les entreprises qui font du profit, au-dessus de 20%, on va les taxer à 25%. Voilà, bon, très bien. Ça veut dire qu'en France, il ne faut pas gagner d'argent. C'est-à-dire que c'est un signal envoyé. Ceux qui vont développer de l'activité, la créer,
le faire comme tel. Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce n'est pas plus d'impôts. Le chef de l'État s'est engagé à faire baisser la dette et à ne pas augmenter les impôts. Ce signal, il est entendu aujourd'hui par des investisseurs. On a vu ce qui se passe à Grenoble, 6 milliards d'investissements, 1000 emplois créés. C'est ce signal aujourd'hui qui fait que la France est plus attractive, que la France a moins d'inflation que les autres aujourd'hui, et dans ce contexte-là, que les entreprises peuvent mieux se développer. Si on veut réindustrialiser le pays, c'est pas en mettant des impôts qu'on le fera. Monsieur Patria, on vous sent bien plus le maire que Bruno Le Maire lui-même. Pourtant, en reprenant vos interventions au Sénat, vous m'avez semblé un peu moins clair quand vous dites les entreprises, si elles ne tiennent pas leurs engagements à propos de cette taxe, alors vous en tiendront compte dans le budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'elles fassent des efforts, lesquels? Et puis, si elles ne les tiennent pas, donc vous mettez des contraintes. Et puis, ça veut dire que s'ils ne tiennent pas, vous êtes prêt à réintroduire cette taxe lors du projet de débat budgétaire? Alors, c'était la deuxième partie de ce que je voulais dire. Effectivement, c'était mon intervention au Sénat avant-hier, en ce sens que les entreprises, aujourd'hui, prennent des engagements. Oui. Nous tablons sur le volontariat. Et je dois vous dire que les mesures qui sont prises aujourd'hui, en commun accord avec les grandes entreprises qui font des super profits momentanés, elles ne l'ont pas toujours fait. Il y en a même qui ont été à la veille du dépôt de bilan il y a quelques années. Celle-là s'engage aujourd'hui à mettre avec nous 20 centimes et 30 centimes le gouvernement pour arriver à 1,50 €. C'est ce que tous les Français arrivent aujourd'hui pendant 2 mois. Bien. Si on fait un impôt, ce sera beaucoup moins bénéficiaire dans un premier temps pour les Français comme tels. Donc ça veut dire que la méthode utilisée par le gouvernement en concertation avec les grandes entreprises est plus profitable aujourd'hui aux utilisateurs de véhicules que ne le serait l'impôt. Donc, d'abord, c'est 500 millions immédiatement. Il n'y a pas que Total, il y a la CMA, il y a tout un... On parle à la aussi pour les autoroutes. Il y a 2 ou 3 groupes. Bon, puis en plus, si vous faites ça, vous allez taxer qui? Vous avez taxé des fleurons français, très bien. On n'en a déjà pas suffisamment. Et bien demain, si vous continuez à taxer comme ça, ces gens, ils iront où? Au Luxembourg, ils iront en Irlande. Et si vous mettez une super profit, est-ce que vous taxez British Petroleum ou est-ce que vous taxez les Axcom aux États-Unis? Pas du tout. Vous allez taxer les Français en particulier, qui de surcroît, ça a été répété depuis, font des profits qui ne sont pas des profits en France. Pardon, mais je repose ma question. S'ils ne jouent pas le jeu, est-ce que vous serez prêt à réintroduire ou non cette taxe? Parce que Total, avec ses raffineries, perd de l'argent en France. Il va gagner de l'argent à l'étranger. Oui. Et il a investi dans les énergies renouvelables. Alors effectivement, vous avez raison. Ils ont pris des engagements. Si les engagements qui ont été pris, il y en aura d'autres sans doute, parce que la concertation continue entre le gouvernement et les grands groupes. S'il y a d'autres, si demain les engagements ne sont pas tenus, nous en tiendrons compte lors du projet de loi de finances, qui va être difficile. Ça va être difficile de voter le budget dans le contexte qu'on connaît à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On voit bien. Eh bien là, le gouvernement a dit, c'est Bruno Le Maire, j'ai répété ce qu'a dit Bruno Le Maire en l'occurrence, le gouvernement prendra ses responsabilités pour faire en sorte que les entreprises mettent la main au pot. Monsieur Patria, vous avez voté aussi au Sénat une petite enveloppe, c'est pas grand-chose, c'est 20 millions d'euros, pour lancer le programme de carte vitale biométrique. La petite carte verte actuellement, peut-être qu'il sera plus verte demain, j'en sais rien. Pourquoi il faut basculer dans le biométrique? C'est pour éviter la fraude? C'est ça? Il s'avère que ce dossier, je le connais un petit peu parce que la personne qui a inventé la carte vitale, c'est un de mes amis, il s'appelle Franklin Deveau, c'est un inventeur de génie qui habite à Dijon, qui était chef d'entreprise, qui a une très belle entreprise, qui a fait beaucoup d'innovations. Et aujourd'hui, il m'a dit déjà, depuis plusieurs mois, ma carte biométrique, elle est prête. On peut la faire aujourd'hui. On va la sécuriser. On a sécurisé comme les passeports. Comme le passeport, donc. On a sécurisé les passeports, on sécurise les documents aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens, par exemple, il y a des cartes vitales qui se promènent longtemps. Si vous avez un décès dans votre famille, vous pouvez garder la carte vitale, on peut la copier, etc. Je vous dis, il y a des cartes vitales qui restent comme ça. Alors, le chiffre, il est variable. On a dit 2 millions, 7 millions, et on a dit que la fraude à la carte vitale, c'était plusieurs milliards. J'ai entendu 10 milliards, 15 milliards, 5 milliards. Prenons le médian. Si aujourd'hui, il y a de la fraude sociale, parce que ce sont des trafiquants qui le font, ce ne sont pas des particuliers, qui l'organisent aujourd'hui, je crois qu'il vaut mieux sécuriser. Pour tout le monde y gagnera. D'abord les bénéficiaires, l'État, mais aussi, surtout, la sécurité sociale. Et c'est à quel terme ? Puisque votre ami, il est prêt à fournir les cartes, on y va alors? Alors oui, mais il faut... C'est dans un an, dans 6 mois? Pour la mettre en place, il faut aussi l'accord des corps médicaux, des corps médicaux, des médecins. Ça va nécessiter une période d'expérimentation. Il y a une mise en place.
Ça se passera sur plusieurs années. Et là, on a voté hier soir 20 millions, effectivement, pour le faire. Oui. D'accord, donc sur plusieurs années, mais en tout cas, on y va, ça c'est sûr. Bah, je le souhaite. Quelle est votre réaction, Monsieur Patriat, vous qui menez des débats assez policés, finalement, au Sénat, d'autant qu'il n'y a pas de sénateur RN, en l'occurrence, donc ça facilite les choses sans doute. Quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée, encore hier soir, il y en a quelques-uns qui sont partis en criant au scandale, etc., vous trouvez ça dommageable, détestable? C'est la vie démocratique, c'est quoi? Alors, on s'est beaucoup vanté depuis les élections législatives. C'était le renouveau du Parlement. Oui. C'était le renouveau du Parlement. Nouvelle chambre. Bien. Bon, écoutez, je ne suis pas sûr, en tout cas, c'est ce que me disent les gens dans mon territoire bourguignon. Ils me disent, mais le spectacle qu'on voit à l'Assemblée, c'est dramatique, c'est honteux, c'est lamentable. On voit bien que l'outrance, la vocifération, l'insulte, l'anathème sont devenus le lot quotidien aujourd'hui de parlementaires extrêmes qui ne souhaitent qu'une chose, c'est pourrir le débat. Ils ont un objectif, c'est pas tellement de répondre aux aspirations des Français, c'est de faire en sorte de mettre à bas le régime, c'est de se faire en mettre de créer du désordre en espérant que ça leur profitera demain. Avec aujourd'hui une conjonction, ça a été révélé par beaucoup de personnes, une conjonction des extrêmes qui s'est faite au moment du vote. On a vu, par exemple, mon ami Christophe Castaner a été battu chez lui après une campagne haineuse, difficile, dans laquelle on a bien vu que les gens du Rassemblement national ont été votés pour la NUPS, à la demande du maire de Perpignan. Hier, c'est plutôt Éric Dupond-Moretti qui a mis le feu aux poudres sur une question qui était une question d'ordre quasi technique. C'est lui qui a mis le feu aux poudres en déclenchant les hostilités contre la NUPES, contre la France Insoumise. Non, mais je crois que moi, je soutiens Éric Dupond-Moretti, en l'occurrence, comme je soutiens l'air. Je trouve que c'est un excellent ministre. Peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais tant pis, je le dis. Certainement. Je le dis mais je le dis comme tel. Bon, je le dis comme tel. Bon, et là, il a voulu rappeler à ses oppositions qu'il faut s'y faire tous les jours. Vous avez vu les anathèmes qu'il y a contre le gouvernement ailleurs. Quelles étaient leurs positions? Quelles sont leurs déclarations? Quelles sont leurs références? Il l'a rappelé comme tel. Il l'a fait avec, bien sûr, avec sa nature qui est fougueux, etc. Mais je ne pense pas qu'il soit... Il n'est pas sorti du cadre. Monsieur Patriat, vous avez resté 40 ans au Parti socialiste. Vous êtes un adepte du en même temps, hein, il y a 5 ans. Ça ne vous dérange pas de voir ce basculement aujourd'hui du gouvernement à droite? Tous les textes qui passent avec l'appui de la droite. On voit qu'il y a des accords qui sont en train de se nouer. Vous n'êtes pas gêné par ce abandon du en même temps et puis ce basculement à droite? Alors d'abord, vous savez, j'ai rejoint Emmanuel Macron dès 2015 parce que j'ai compris qu'il avait une vision sur les défis qui sont face à nous dans ce pays aujourd'hui. Le défi du terrorisme, le défi du numérique, du travail, de multiplication, de l'environnement et d'autres. Et qu'il avait des propositions, une vision pour répondre à ces défis. Et nous y avons commencé, notamment déjà sur le travail. Bien. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de réflexion, plus de leader, plus de programme, et que petit à petit, on s'était éloigné de nos visions d'origine et qu'on était dans la gestion quotidienne, qu'on revenait un petit peu à la 4e République. Depuis aujourd'hui, ce que je réponds à votre question, c'est Emmanuel Macron a tendu la main à tout le monde. Il a souhaité l'union nationale. Il a tendu la main à tout le monde. Il a dit, par contre, on ne gouvernera pas avec les gens qui, pour nous, ont des valeurs que nous contestons. Bien, donc nous gouvernons, nous voulons gouverner avec des partis de gouvernement. J'ai cru comprendre que les socialistes, que les écologistes, que les communistes ont refusé. Donc si nous voulons faire avancer le texte sur le pouvoir d'achat, à partir du moment où nous avons en face de nous des opposants de gauche, la plupart aujourd'hui, qui sont hostiles au texte, qui refusent systématiquement, parce que si on avait uniquement écouté... Vous dites que c'est les sociodémocrates qui refusent la main tendue. C'est les sociodémocrates qui refusent la main tendue. Non, il y en a certains qui ont voté. Et je pense qu'avec le temps, on va voir au fil du temps comment ça va se passer. Mais nous sommes tournés, hier soir, nous avons voté, nous, avec la gauche, contre les mesures excessives. Mais quand les mesures vont dans le sens, par exemple, regardez, nous avons souhaité, comme l'a demandé le président de la République, supprimer la redevance. Bien, supprimer la redevance. Bien. Aujourd'hui, la gauche s'y opposait. Moi, je suis pour les baisses d'impôts. Je pense que ce pays, aujourd'hui, a trop d'impôts, malgré ce qu'on dit, je pense. Vous savez, les Français, ils sont un peu bizarres. Ils veulent payer le moins possible d'impôts pour eux, mais ils souhaitent que les autres en payent le plus possible. C'est comme ça. Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, nous avons, sur la redevance, j'ai cru comprendre que qui voulait baisser la redevance, il y avait même des centristes qui ne voulaient pas le faire. Oui. Les Républicains l'ont fait, mais quand les Républicains sont hors du cadre, du programme ou de la vision qu'a le gouvernement et le chef de l'État, nous ne votons pas avec eux. Merci beaucoup François Patriat, donc sénateur Renaissance de la Côte d'Or, qui est venu à LCI ce matin
après avoir passé la nuit au Sénat pour approuver donc ce volet sur la loi pouvoir d'achat. Je vous souhaite une bonne journée, un bon été. On va continuer. Monsieur Patria, mais je sais que vous continuez. Vous n'avez pas exactement encore fini, mais c'est pas loin. Demain, on finira demain. 8h51.